Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast de l'émission podcast e-Teachers consacré à l'usage d'ETIS dans l'enseignement. Nous sommes très heureux de vous retrouver puisque notre premier podcast, ma foi, a été apprécié puisque nous avons été téléchargés et vus un certain nombre de fois. Donc merci aux personnes qui ont diffusé, qui en ont parlé autour d'eux et puis on espère que ça continuera ainsi. En tout cas, nous, on prend plaisir à le faire et j'espère que vous prenez plaisir à l'écouter ou à le regarder. Voilà. Pas mal de choses au programme ce soir, Jeff? Bonsoir à tous. Laissez des commentaires, ce serait pas mal. Donc je disais, j'étais en train de dire sur les commentaires, ce serait sympa de mettre quelques commentaires pour quelques retours. Je pense à iTunes aussi, qui est sûrement des choses pour nous découvrir, qui est quand même ce qu'il y a de plus facile. Hein, ça reste quand même le gros agrégateur de podcasts. Donc s'il y avait quelques commentaires sur iTunes, ce serait pas mal. Et via Twitter aussi, hein, via le hashtag eTeachers. Voilà, juste, je te laisse continuer. Très bien. Et ben, écoutez, pour commencer en fait cette émission, je voulais tout simplement faire un petit peu de promotion pour un événement qui va avoir lieu à la fin de l'été, qui est un événement assez majeur dans l'enseignement des langues et des TIS, puisqu'il s'agit du colloque pardon, Cyberlangue, qui aura lieu du mardi 27 août au jeudi 29 août. Et cette année, on a la chance de le recevoir dans l'Académie de Lyon. Et j'ai la chance de faire partie de l'organisation locale. Il aura lieu donc au lycée Egerand qui se trouve à Belleville-sur-Saône. Et cette année, le sujet du colloque est tout simplement l'enseignement à l'heure du numérique, si je ne me trompe pas. Euh, L'idée de ce colloque, c'est tout simplement de réunir de manière conviviale euh, un certain nombre de personnes. Enfin, c'est ouvert bien évidemment à tout le monde. Les inscriptions sont en cours. C'est également gratuit cette année pour les étudiants enseignants qui viennent de réussir le concours ou alors les étudiants qui sont en phase de préparation. Les frais d'inscription au colloque sont gratuits et on invite un maximum de personnes à venir nous rejoindre. On fera peut-être une émission spéciale ou quelque chose un petit peu particulier dessus en temps voulu. Ça pourrait être intéressant, c'est vrai. Voilà. En tout cas, c'est toujours l'occasion d'échanger énormément. C'est l'occasion euh, voilà, d'échanger sur nos pratiques, de découvrir des nouveaux outils, d'entendre de très belles conférences avec toujours des choses sympas. Et c'est, ma foi, tout le temps très convivial également. Donc, venez nous rejoindre. Euh, Vous pouvez réaliser votre inscription directement sur le site de l'association en tapant Cyberlangue au pluriel dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez tout ce qui concerne l'édition 2013 qui aura donc lieu à Belleville-sur-Saône. On compte sur vous, vous pouvez nous contacter via eTeachers si vous voulez d'autres renseignements. Euh, le programme est déjà en ligne, un programme provisoire. Voilà, je sais pas, j'ai l'impression que la page ne charge pas, mais c'est pas très grave. Et puis, si ça y est, je vais juste vous donner quelques noms d'intervention, mais bon, ma foi, voilà, la classe à l'heure du numérique exactement. Sachant que cette année, la langue mise à l'honneur, puisque les langues on essaye chaque année de diversifier la langue mise à l'honneur, cette année, ce sera l'espagnol. Donc plein de conférences intéressantes. L'après-midi, des ateliers. Donc, on aura la présence de Calista, une société qui s'occupe de tout ce qui est baladeur, tablette, pour pouvoir travailler en balade de diffusion. On a différents ateliers sur les Google Docs. On a plein de choses. Vraiment, je vous laisserai découvrir l'essentiel de la programmation sur le site de l'association. Voilà un petit peu pour ça. Voilà. C'est ouvert qu'aux profs de langue ou Ah, pas du tout, pas du pas tout, du pas tout? du tout. C'est D'accord. ouvert à tout le monde, d'abord. Même D'accord. si on n'est pas prof et qu'on s'intéresse, il n'y a aucun problème, hein. C'est vrai que c'est accès langue, hein, c'est accès toutes les langues et le numérique dans les langues. Mais bon, c'est globalement quand même sur les TIS et l'enseignement, puisqu'aujourd'hui, il y a de nombreux outils collaboratifs qui s'utilisent dans toutes les Oui, matières et pas forcément en langue. quand tu parles Google Doc et tablette,
voilà, c'est Exactement. ouvert à tout le monde, quoi. Et Voilà. je pense qu'aujourd'hui, toutes les questions sur les applications, sur comment on les gère, comment on gère un parc de tablettes, comment on gère euh, tout cela dans le cadre d'un établissement public, dans le cadre d'une collectivité, ça pose quand même un certain nombre de questions pratiques qu'on va pouvoir discuter. Euh, et je reviendrai sur Cyberlang au cours de cette émission, puisqu'il y a des choses dont on va parler et qui seront aussi présentes le jour de la conférence et du colloque. Voilà, c'est toujours la dernière semaine d'août. C'est pas toujours idéal, puisqu'on a encore des collègues qui sont en vacances, n'est-ce pas? Mais bon, en tout cas sur le retour, donc venez nous rejoindre. Voilà, voilà. En tout cas, très bonne transition pour ma partie à moi, donc sur les tablettes, T'as vu justement. ça un peu? Vas-y. C'était bien fait. Donc, je vais être un peu sur l'actualité. Il y a eu la conférence Google pour les développeurs, la Google I/O, ils appellent ça. Mhm. Et il y a eu une petite nouveauté par rapport à l'éducation. Android était un petit peu en retard au point de vue éducation sur pas mal de choses. Donc il y a eu ils vont ce qu'on appelle sortir le Google Play Éducation. Euh, donc Google Play Éducation, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait une application Android qui va être destinée aux enseignants et à leurs élèves, hein. Donc ça va être voilà ce qui est marqué, donc créer un lien professeur-élève via le numérique. On va y trouver des applications propres à l'éducation, des livres, des vidéos propres à l'éducation. C'est la première chose, en tout cas, intéressante déjà, c'est de remettre un petit peu tout ce qui est éducation sous une appli. Mais ce qui va être un peu, ce qui est plutôt sympathique aussi qui va arriver, c'était justement le gros problème d'Android, c'était comment, euh, avec un parc de tablettes, comment envoyer une application sur ce parc de tablettes. Et il a été proposé justement un outil via le Google Play Éducation qui va nous simplifier la vie, nous, pour directement envoyer les applications sur toutes les tablettes, tout un parc de tablettes ou peut-être un certain groupe, et aussi envoyer a priori un fichier audio, vidéo ou autre, via aussi un parc de tablettes prédéfini. Donc toute une chose assez intéressante par rapport à l'éducation, c'est ce qui manquait un petit peu chez Android. On a, si vous voulez retrouver la petite vidéo sur la partie Google Play Éducation, je vous les mettrai dans le lien de l'émission, hein. Euh, voilà en gros sur ce que je voulais dire sur la partie Google Play. C'est une bonne nouvelle. On avait quand même beaucoup de choses sur iPad, le concurrent, qui étaient faits, qui étaient utilisés, qui étaient d'une simplicité vraiment bien fait. Et Android, ça y est, se lance un petit peu sur ce domaine. Et Est-ce donc, que est-ce oui, que vas-y. est-ce que c'est un peu une continuité des fameux comptes Google Éducation qui existaient déjà quand le Drive est arrivé, quand Google Doc est même arrivé, où on pouvait inscrire nos élèves de manière générale, sauf que là, si je comprends bien, ça se décline sous la forme d'une appli, quoi. Oui, alors oui, c'est vrai, on est quoi qu'il arrive dans le monde Google, hein. Pour y accéder, chaque élève aura obligatoirement un compte Google. Voilà, on reste dans le monde Google, dans le Apps, mais voilà, après, je trouve ce qui est intéressant, c'est de fournir des outils vraiment de simplicité pour Donc, partager des documents, partager des applis, etc. ça veut donc dire que les élèves se connecteront avec ce compte à partir de l'application, en rentrant, j'imagine, leur information de connexion Gmail, enfin Google. Voilà, forcément, c'est Et, obligatoire et ça. ça veut dire que tout sera sauvegardé sur le nuage chez Google et non pas sur un serveur dans l'établissement. Oui, on reste dans la sphère Google, c'est vrai. C'est vrai on reste sur la sphère Google, mais C'est pas un c'est problème en soi, enfin je vois pas pourquoi ça en serait un d'ailleurs, mais ah bon, on reste. Ouais, il y en a qui pourraient en dire là-dessus, hein. On n'est pas dans le monde du libre, on n'est pas, voilà, on est dans le monde Google, quoi. Voilà, ah oui, voilà, de ce point on de va dessus. vue-là, tout à fait, Voilà. oui, oui, complètement, complètement. Alors, Il faut reconnaître quand même que c'est des applications qui sont relativement en général faciles et prêtes à l'emploi. Est-ce que la question du prix ou pas a été proposée? Est-ce que tout sera non, gratuit? non, rien pour l'instant. Il y a donc une API qui a été ouverte aux développeurs, Mhm. d'accord. Donc il y a beaucoup de choses à faire.
Si je regarde les dates, pour l'instant, ça va être aux États-Unis, lancé. Alors on n'a pas de date par rapport aux États-Unis, avant d'être proposé dans le monde entier. Voilà, il n'y a pas eu de date de plus qui a été mis dessus. Et petite chose que j'ai oublié aussi, c'est que pour l'instant, au point de vue aux États-Unis, ils veulent aussi fournir donc du matériel carrément aux établissements. D'accord. Voilà. Pour ouvrir dans le monde entier après aussi, hein. Voilà. Oui. Bon, alors après, tu sais peut-être, la relation entre les grosses compagnies aux États-Unis et les écoles, c'est quand même différent de notre Différent d'ici, système oui, à nous. tout à fait. Ça va nous permettre d'ailleurs d'enchaîner après sur notre second point le document de ce soir, par rapport justement au libre et tout cela. Bon, moi je vois l'intérêt quand même de la rapidité d'exécution des applications. Si c'est quelque chose qui est très simple à utiliser, comme aujourd'hui le Drive permet de nous faire des trucs super intéressants avec les élèves. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'un jour on en profite pour en parler un petit peu de ce drive. Mhm. Euh, J'en avais touché un mot un petit peu sur le premier épisode, hein. sur le premier épisode. À mon avis, effectivement, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un potentiel puissant, on va dire, vraiment intéressant dans l'utilisation de ces tablettes, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est quand même compliqué de trouver les applications, qu'elles soient gratuites, encore plus quand c'est payant, vraiment de tout organiser. Là, si on a vraiment quelque chose qui est, on va dire, globalisé sur un seul et même outil, après, il faut voir ce qu'on propose à l'intérieur de ces outils, parce que là, on a une appli Google, mais on va avoir quoi? Certainement du partage de documents. euh, Alors quoi oui, le partage de documents se ferait via Google, ça par contre, hein. D'accord. Après, tout ce qui est, ce sera regroupé, tout ce qui est appli éducation sera regroupé vraiment dans un Play à part, quoi, dans un Google Play D'accord. à part. Voilà. D'accord. Très bien. Euh, Petite chose aussi que j'avais vu un peu qui se dit aussi, c'est par rapport au paiement aussi, hein. On sait que c'est Mhm. les établissements, c'est assez compliqué le paiement, hein. On n'a pas par exemple de carte bleue ou de chéquier, c'est un peu compliqué dans l'établissement pour payer. Là, pareil, hein, ils sont intelligents aussi, Google, hein. Ils ont tout prévu pour aussi euh, faciliter le paiement par les établissements, quoi. Voilà. Reste à savoir si ce modèle sera retenu chez nous et si ça A, pourra fonctionner. On est quand même vraiment au tout début de. a priori, c'est pour le monde entier, hein. Ils disaient que c'était quelque chose qui allait se démocratiser dans le monde. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais je me fais aucun souci sur le fait que Google arrive à démocratiser ça et l'offre à la plupart des pays. La question, c'est nous, dans notre système, je pense, Ah, enseignement public, des collectivités, mais aussi comment tout cela peut se traduire, puisqu'on connaît tous, je pense que tous les enseignants qui nous écoutent ce soir connaissent les difficultés qu'on peut tous avoir de manière individuelle pour investir, ne serait-ce que dans du matériel, ou parce que à cause de lourdeur administrative, à cause de, tu viens de parler de ces histoires de cartes bancaires, voir après si à la France, par rapport, si Google France va adapter, va proposer des choses, je ne sais pas comment ça pourra s'adapter. on a déjà ça de logiciel quand même, propre aux établissements, donc je pense que ça peut se Oui, faire. ça Et pourrait fonctionner de la même manière. puis c'est en train de bouger quand même les établissements, hein, Je hein, pense qu'à un ça moment, bouge, voilà. il faut que les établissements se mettent à la page Alors, et prennent le train. Ouais. Ça, c'est certain. d'un établissement à l'autre, ça peut être complètement différent, mais je trouve que ça bouge, moi, quand même, voilà. Tout à fait. Est-ce que, moi, toutes ces histoires me font penser quand même à l'ouverture de l'utilisation maintenant des propres smartphones des élèves. On a énormément de, enfin pas énormément. Il y a beaucoup de lycées, parce qu'en général c'est plus des lycées, puisqu'en collège on peut encore estimer que les enfants sont encore un peu jeunes pour avoir des smartphones, même si on a plein d'exemples qui nous montrent la différence. Mais dans les lycées, je connais des académies pilotes qui travaillent directement en autorisant les smartphones des élèves en classe. Bon, je pense qu'il y a débat là-dessus. Ça ouvre en tout cas un certain nombre de possibilités. Mais c'est vrai que le fait que l'élève ait de partout tout le temps son nuage avec ses documents et puisse travailler rapidement me paraît intéressant dans une certaine limite, mais en tout cas intéressant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérience là-dessus, hein. On a lu beaucoup de choses sur le net sur ce phénomène de téléphone. Après, pareil, il faut comment le mettre en place. Est-ce qu'il faut, enfin voilà, c'est un peu, je sais pas encore comment mettre ça en place pour que les élèves jouent le jeu, etc. Aussi, il y a beaucoup de choses, je pense là-dessus, hein. Moi, comme je vois la chose, en tout cas, c'est qu'à terme, il faudrait avoir une espèce d'intégration. Il faut vraiment que l'appareil ne soit plus qu'un terminal d'accès à des données. C'est-à-dire que ce soit un ordinateur, une tablette, un smartphone. Il faut que, dans le cadre de l'éducation, l'élève puisse accéder.
à son espace de tous ces appareils. On parlait des ENT lors du dernier podcast. Peut-être que les ENT aussi propres à nos établissements vont devoir peut-être s'adapter à l'affichage tablette, à l'affichage smartphone pour que tous les élèves accèdent à ces médias-là via leurs propres appareils, quoi. Euh, donc bon, à voir exactement comment ça pourra se développer. D'accord, très bien. On Tu passe à la... continues, C'est moi qui continue? si tu veux. Allez. Donc je suis encore je surfe sur l'actualité là. Beaucoup. Euh, Alors j'aime pas trop peut-être parler, on va un peu parler un petit peu politique un petit peu. Oui. Euh, donc il y a eu une loi qui a été votée au Sénat donc sur par rapport au numérique. Alors que je retrouve exactement le terme si je dis pas de que je dis pas de bêtises sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Mhm. D'accord? C'est exactement ça le terme. Donc il y avait plusieurs articles. Hein, on va essayer de. Hop, hop, toujours voilà. Donc on va essayer de lire l'article 10 et on va voir un petit peu ce qui nous intéresse à nous. Donc l'article 10, mettre à disposition des écoles, des établissements scolaires, des services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves, de proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation, ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles. Mhm. C'est ce qui est déjà en place dans certains établissements, ça. Mhm. Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent pas être scolarisés, donc voilà, dans l'école. Et il y avait donc ce quatrième point, contribuer au développement de projets innovants et d'expérimentation pédagogique. Et ce service public utilise en priorité des logiciels libres et des formats ouverts de documents. Voilà ce qui a été voté. Mhm. Donc cette partie-là, pourquoi pas? Première chose, utiliser des logiciels libres et des formats ouverts de documents, ce qu'on essaye un petit peu déjà de faire. Mhm. Alors bien sûr, ce qui est arrivé, c'est ce qu'on appelle l'Association française des industriels, eux, ont bien sûr sauté au plafond. Qu'est-ce qui se Mhm. passe? On impose les logiciels libres. Ah, Mhm. et nous, nous qu'est-ce qu'on fait avec nos logiciels, etc. Voilà. Voilà ce qui est un petit peu, ce qui est un petit peu rebondissement, puisque c'est pas fini. Bien sûr, forcément. Donc, petit changement dans la loi, petit amendement. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a changé les termes. Alors, je vais essayer de retrouver exactement le terme. Euh, Dans le cas du service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre des logiciels libres et de documents fermés au format ouvert si elle existe. Voilà ce qui a été rajouté. Ça a calmé un petit peu les esprits. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand même, on pousse énormément le logiciel libre, à mon avis. Hein, Ah même bah, si on essaye de caresser dans le sens du poil les éditeurs, euh, il y a quand même une volonté de pousser le logiciel libre dans l'éducation. On voit ah, par je- exemple dans les administrations de plus en plus. Hein, dans les Mhm. administrations, c'est quand même beaucoup plus. Je pense que dans l'éducation, on le pousse. Un logiciel format libre. Notre président avait dit dans sa campagne, hein, exactement les mots, il faut utiliser des formats libres. Alors je ne veux pas dire trop de bêtises, hein, mais je vais peut-être le retrouver exactement ce qu'il a dit. Oui, et utiliser des formats libres et des formats standardisés. Mhm. Donc quand même, c'est une volonté politique. Il me semble que c'est très politique. Alors, moi, j'y vois plusieurs choses. D'abord, avec du recul, mon avis, c'est qu'on aurait dû faire ça finalement peut-être plus tôt. Après tout, on travaille dans un service public, hein, l'enseignement public. S'il existe des ressources libres qui ne font pas appel, je veux dire, à quelques sociétés privées, ça a le mérite de mettre tout le monde d'accord. Finalement, avec un certain recul, on peut aussi se poser la question de se dire comment ça se fait que depuis toutes ces années, on ait fonctionné avec un logiciel qui parle de fenêtre, très bien connu, très très connu, et sans jamais le remettre en question. Ou en tout cas, j'imagine qu'il a été remis en question par les premiers défenseurs du libre, ça c'est évident d'ailleurs, mais
comme de partout, il y a eu un monopole de la firme de Cupertino et, pas de Cupertino, Oui, pardon, un joli lapsus. c'est l'autre, hein. C'est l'autre, pardon. Voilà. Euh, c'est vrai, non, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais à un certain moment, on voit bien que aujourd'hui, enfin, même depuis une dizaine d'années, il y a des systèmes d'exploitation libre, Linux, Ubuntu, avec même des distributions qui sont spécialisées pour l'éducation et qui fonctionnent, à mon sens, très bien, et on s'est pas posé plus de questions que ça. Enfin, c'est pas posé, j'imagine encore une Euh, fois que des gens s'en En sont fait, posés. sur un système d'exploitation, c'est peut-être plus simple. L'ordinateur, il arrive, il y a Windows dedans. Voilà, c'est ça, c'est simple et ça a été comme ça. Donc voilà pourquoi la question s'est pas posée. Oui, oui, ouais, peut-être. En même temps, Sur le système d'exploitation, je parle, hein. Après, les- sur les logiciels, si on peut parler d'Office, des choses comme ça, moi, ce qu'il y a, c'est que le logiciel libre, il était là, mais il n'a pas la force de frappe d'une société comme Microsoft, etc., où il y a tout un marketing derrière, etc., que n'a pas le logiciel libre. Voilà pourquoi il y a le. Et si le gouvernement pousse le logiciel libre, je pense que ça peut décoller. Je le vois tous les jours, moi, avec les collègues. LibreOffice, OpenOffice. Non, 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 je suis habitué à mon Word que j'ai chez moi dans le PC que j'ai acheté à la maison. Et Oui, voilà. et à l'inverse, je vois aussi de plus en plus de gens qui achètent des ordinateurs neufs en magasin, qui se retrouvent avec des packs Office avec des éditions limitées, qui au bout d'un certain temps viennent te voir parce que toi comme moi, nous sommes ressources dans nos établissements et on nous dit ah bah ça marche plus, comment je fais? Et finalement, de plus en plus, les gens téléchargent des suites bureautiques libres puisque pour 99% de leur utilisation, c'est largement suffisant. Donc euh, Ça commence, ça ça commence. commence, mais je pense que ça vient vraiment. C'est difficile à quand même changer les mentalités là-dessus, hein. Hein, Microsoft, dernièrement sur l'Office 2010, ont mis, allez, je sais plus, c'était 8 euros, je crois, le Oui, Office. tout à Donc fait. Ouais. voilà, il y a une force de frappe tellement. Difficile à contrer. Si le gouvernement, voilà, pousse ça, je pense que c'était vraiment la bonne chose à faire. Voilà, vraiment pour pousser le logiciel libre. Sinon, ça aurait été encore chacun, un ou deux dans un établissement qui essaie de pousser un petit peu les logiciels libres. Voilà, voilà. Oui, 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 tout à fait. Euh, Après, je sais que, bon, en tout cas, dans l'éducation nationale, il me semble qu'on va quand même vers ce système-là, même au niveau des ressources. On en parlera tout à l'heure avec des choses que je vais présenter. On est de plus en plus vers des ressources libres de droit, puisque de toute façon, on a ensuite toujours ces problèmes. Je pense à l'oral du bac aujourd'hui, de ressources qu'on est censé utiliser pour faire passer des épreuves, mais quand ce sont des ressources qui sont privées ou en tout cas qui ont des copyrights, c'est très compliqué. Donc, ça simplifie quand même un certain nombre de choses. Ce qui m'embête un petit peu derrière ce côté libre, c'est surtout l'aspect gratuité en fait. Parce que je pense que derrière parce qu'en fait un logiciel libre, alors, je suis pas spécialiste, hein, il y aurait des gens qui pourraient intervenir et n'hésitez pas d'ailleurs. Ça veut pas forcément, c'est libre de droit, ça veut pas dire qu'on en fait ce qu'on en veut quand même. Il y a différents degrés dans les utilisations, les fameuses licences GNU. On a les degrés d'utilisation qui permettent une diffusion, bien sûr sans coût, mais en citant les sources, bien évidemment. Enfin, on peut modifier certaines choses, mais il y a quand même différents degrés. Non, t'as pas l'air d'accord. Là, tu parles sur les ressources, quoi. Je parle sur les ressources, Voilà, mais oui, tout à on fait. est quand même plus sur le logiciel, hein. C'est quand même bien Oui, situé. On est vraiment sur le logiciel libre, les formats ouverts, hein. oui, tout à fait. Voilà, Mais est-ce c'était plus là-dessus que le gouvernement a voté cette loi au Sénat, hein. Oui, mais pour moi, ça fonctionne un petit peu. Enfin, je veux dire, sur la philosophie de la chose. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas tout simplement une volonté de dire, on va utiliser des formats ouverts parce que d'abord, ils sont gratuits. Oui, mais oui, on est d'accord là-dessus, pas tout à fait, tout à fait, tout à fait. Même si le libre veut pas forcément dire gratuit non plus. Il y a des coûts il y a des choses cachées, mais euh, je ne sais pas trop quoi en penser. En tout cas, je pense que quoi qu'il arrive, il va falloir être cohérent dans les décisions qui sont prises. Oui, mais moi, ce que j'apprécie là-dessus, c'est que maintenant, quand on va parler de logiciel libre, eh ben, on aura quelque chose à dire derrière. Ben non, attendez, il y a une voie, dans la loi, c'est marqué, il faut faire ça. Voilà, j'ai beaucoup de monde qui a encore du mal à vraiment à passer au libre, d'accord? Et là, au moins, on aura quelque chose, voilà, voilà. D'accord. Dans ton entourage, tu as plus de personnes qui effectivement ont du mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués, c'est ça, tout simplement, qui Oui, sont. qui sont récalcitrants, qui sont récalcitrants, habitués à un style, je pense à.
Je pense en mathématiques, des cabris, des choses comme ça qui valent une fortune. Il existe dans le monde du livre des choses qui marchent très très Oui, bien et voilà, qui sont pas connues, voilà, qui et sont pas connues. en même temps, oui, bah, tu prends l'exemple des mathématiques. Par contre, pourtant, c'est bien quand même une matière qui est pionnière dans le livre, puisque regarde les premiers manuels numériques qui sont arrivés, les premiers manuels libres comme Césamat, avec tout Oui, c'est ça, l'accompagnement qui Matt, est c'est vrai. proposé. Mm. Je veux dire, c'est quand même formidable, et c'est quand même et Césamat aujourd'hui, ce sont quand même des ressources qui sont utilisées par énormément d'enseignants et qui n'ont pas du tout cette culture libre ou pas libre et qui l'utilisent comme si c'était. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça a pris aussi, quoi, ça a fonctionné. Euh, en tout cas. Ça reste encore de la ressource. Là, on est encore pour moi, c'est pas pareil. Le logiciel C'est pas et la pareil. ressource. Ah, C'est pas pareil. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. toi, comment tu vois la chose? Tu vois la chose que d'ici 4 5 ans, on aura tous des ordinateurs qui booteront sous Ubuntu et parce que pour moi, par contre, le logiciel, c'est aussi le système Oui, bien d'exploitation, quoi sûr, qu'il tout à arrive. fait, tout à fait, tout à fait. Bah ça, le problème, ça reste le côté marketing d'ailleurs, où on trouve pas la vente. S'il n'y a pas un qui va mettre les mains dans le cambouis à installer Ubuntu, Et voilà. voilà. Donc, ce qui Ah, va c'est être ça le problème intéressant, c'est aussi. Voilà. c'est voir, parce que tu sais, aujourd'hui, certains établissements reconditionnent des anciens ordinateurs pour les installer, ce qu'on appelle en client léger, dans les classes, pour que les collègues puissent accéder de leur classe au moins à des pages à l'UNT ou à ce genre de choses, enfin faire un minimum. Et bien évidemment, là, ce sont des clients Linux qui sont installés dessus, hein. On n'installe pas des systèmes Tout à fait. privé fermé, quoi. En tout cas, ça sera intéressant de voir comment ça va se développer. Ça sera aussi intéressant de voir comment une communauté du libre, parce que tous ces développeurs-là vont pouvoir réagir aussi à si un jour, du jour au lendemain, on dit bah, votre système va être du coup installé dans je ne sais pas combien d'établissements et ça va représenter. Voilà, peut-être qu'eux aussi auront leur mot à dire à un moment, et j'espère qu'ils auront leur mot à dire sur les licences et sur. Voilà, il y a ce côté quand même un peu, oui, derrière c'est gratuit, qui moi me chiffonne un peu dans le sens où pour beaucoup de gens aujourd'hui, libre veut dire absolument gratuit. Et c'est un autre modèle. Peut-être que voilà, il y a quand même des gens qui bossent derrière, il y a beaucoup de choses et on peut pas juste entre guillemets piller ces ressources-là. Moi, c'est ce côté-là qui m'embête un peu dans le discours sur le livre, tout simplement. Voilà. D'accord. Enfin bon, après ça, tu vois, c'est un débat Qui est sans fin. qui est sans fin. Bien sûr. Ce serait une émission aussi à faire aussi. On a plein de thèmes d'émissions finalement spéciales Voilà, voilà. Et puis il faut que avec plein de protagonistes du livre. Ce serait voilà, sympa. parce que moi je reconnais tout à fait que je suis absolument pas. J'ai fait un joli lapsus tout à l'heure qui en dit Ouais. relativement long sur sur mes goûts et depuis des années, et ça va bien au-delà du libre ou du pas libre. En tout cas, j'ai des collègues qui le prônent, qui le travaillent et qui en vantent les mérites et j'en conçois tout à fait euh, les arguments et je serais intéressé pour que ces gens nous en parlent et nous expliquent vraiment les tenants et les aboutissants puisque je ne suis absolument pas spécialiste. Mais merci d'avoir évoqué ce point, hein. Bah, j'étais dans l'actualité, hein, tu vois là. Donc voilà. Tout à fait. Et ben écoute, du coup, je vais peut-être enchaîner justement sur maintenant les ressources un peu plus libres. La semaine dernière, j'avais présenté un site de ressources de médias pour les langues qui présentait des podcasts, hein, des enregistrements. Euh, je pense voilà, qui est libre de droit, fait pour l'éducation, patati patata. Et aujourd'hui, je vais parler justement d'un manuel numérique qui est libre de droit, disponible, alors pas gratuit pour le coup, hein, libre de droit, beaucoup moins cher que certains manuels d'éditeurs. Après, on peut financer une partie des outils. C'est l'éditeur, c'est tout simplement le livre scolaire, si je ne m'abuse. Je vous présente cet éditeur, donc ils sont en plein tour de France en ce moment pour présenter leur manuel. N'hésitez pas à aller les rencontrer. Voilà. Donc, on peut voir quoi? Pour le professeur, un manuel papier classique pour la classe, un manuel numérique personnalisable et vidéo projetable, des outils interactifs pour évaluer ses élèves. Jusque-là, ce sont des choses qu'on offre aujourd'hui, que les éditeurs proposent à peu près tout le temps. Pour l'élève, des centaines d'exercices interactifs, puisqu'il y a un site accompagnement, des sujets, tous les cours disponibles en ligne pour réviser. C'est quand même vraiment intéressant. Je ne rentrerai pas sur la qualité ou pas des manuels, puisqu'après, en tant qu'enseignant, on sait tous que les manuels, on les choisit pour telle ou telle raison. Il faut les évaluer. Là, en tout cas, sur le projet de l'initiative, je trouve ça fort intéressant. Je vais regarder rapidement ce qui m'intéresse, à savoir le manuel Piece of Cake, donc un manuel de 6e en anglais.
L'offre n'est pas encore énorme puisque c'est le début, mais enfin c'est déjà pas mal. C'est tout à fait honorable en termes de réalisation. Voilà, euh, on choisit son unité, les objectifs pédagogiques sont tout à fait décrits, c'est interactif, on a des vidéos, des images euh, qui sont disponibles. Vous voyez en ce moment même à l'écran, ça fonctionne comme un manuel vidéo projetable. Ici, c'est la version démo. Hein. J'imagine que quand on investit dans le manuel numérique, on a carrément une application à télécharger et installer. Hein. On n'est pas obligé d'être en ligne tout le temps. Euh, c'est vraiment intéressant en termes de contenu. Et au niveau de la commande, ouais, ils peuvent aller voir parce que moi je trouve que c'est quand même intéressant. C'est relativement intéressant pour les établissements scolaires puisque ça coûte 1,50 € par élève et par an. Euh, et il y a différentes formules, il y a différentes choses. Hein. Après, ça c'est à regarder. On peut avoir que le papier, que le numérique. Ça reste super intéressant. Ça existe dans C'est énormément de. c'est une société d'ailleurs ou c'est une communauté Et ben, je ne sais pas, Ah, je te livrescolaire.fr. coince. Tu me coinces un Bon. petit peu là. Je vois la communauté d'auteurs. Donc bon, comme beaucoup de manuels, c'est bien sûr réalisé en accord avec différents auteurs. J'imagine un inspecteur pédagogique qui supervise. Euh, je pense que si c'est une société particulière, puisque clairement là, on n'est pas dans le cadre d'une société qui cherche comme les éditeurs, bon, non, c'est le métier hein, de vendre des manuels. Je pense que là, c'est un petit peu différent dans Mais tu... dans l'utilisation. Il y a un format, il y a une impression papier aussi, hein, une version Oui, papier? Ouais. il est possible de commander la version papier, mais l'idée de ce manuel, c'est quand même de commander une version numérique. Là, voici la version papier qu'on peut feuilleter. Euh, D'accord. bon, voilà, c'est assez classique par rapport à ce Non, mais qu'on tout peut tout à l'heure. connaître. Ouais, d'accord. Voilà, moi je trouve ça assez intéressant, vraiment. Je pense qu'on peut tout à fait voir sur le site ce qui est dit. Il y a même une application tablette qui est disponible. Il y a des tweets, mais ça on s'en fout. C'est pas ça que je cherchais. Euh, Peut-être que si je peux. Qui sommes-nous? Voilà, nous allons répondre en Ah, ben direct. voilà, en direct. Ça, c'est bon, ça. Créé en septembre 2009 par un professeur, le livre scolaire est un éditeur indépendant qui élabore des manuels scolaires collaboratifs au format numérique et papier. Donc c'est un travail Pardon. collaboratif, alors. Voilà. D'accord. Proximité avec les professeurs qui travaillent sur les livres et les utilisent, bien évidemment. Collaboratif constitue le cœur de notre ligne éditoriale. Communauté d'utilisateurs qui travaillent ensemble. L'avantage de ce manuel-là, et moi c'est ce que je trouve sympa dans ces formats, c'est que si vous ne prenez pas la version papier, elle est absolument pas figée, et même au cours d'une année scolaire, votre manuel il peut être enrichi et mis à jour. Tout à C'est fait. vrai que quand on achète un manuel papier et qu'on l'achète en nombre, ça coûte quand même une certaine somme pour les établissements, et on n'est pas là on va pas se dire toutes les années on va le revoir. Et souvent on arrive au bout de 2 ans, 3 ans. Alors moi je parle en tout cas pour la matière, pour une matière comme la mienne, pour l'anglais, pour les langues vivantes où il y a énormément d'actualités qui rentrent en jeu dans l'enseignement d'une langue. On est un peu frustré. C'est pour ça qu'on s'en détourne très vite de ces manuels. Et là, je trouve le projet vraiment intéressant. Voilà, le libre. Convaincu de l'utilité des licences libres du point de vue pédagogique, nous souhaitons promouvoir le manuel libre, open source, en plaçant notre contenu sous licence Creative Commons. On D'accord. n'a pas parlé des Creative Commons, mais ce sont des licences. C'est là-dedans qu'il y a différents On peut types de licences hein, par Alors, le rapport Creative à. Commons, normalement, on peut réutiliser. Voilà, exactement. Bon, Sauf à des fins, il, comment ça s'appelle, de profit, quoi. Voilà. il y a vraiment différents types de licences. Là, par exemple, la licence qui est proposée, c'est qu'on est libre de partager, de le copier, de distribuer, de transmettre les données et même de les adapter. Voilà. Mais absolument pas d'en faire une utilisation D'accord. commerciale, bien sûr. Voilà. Bon, mais ils ont des soucis à se faire, les éditeurs classiques. Eh ben, non seulement ils ont des soucis à se faire, mais ils s'en font parce que je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment un enjeu sur ces manuels numériques. Ah, On bah oui, reçoit parce que tous. pour l'instant, ils proposent des vulgaires PDF. Hein, Non, 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 Non? Ah, beaucoup quand même. il y Non? a vraiment des choses qui sont améliorées maintenant. Il y a des choses qui sont très bien avec des manuels enrichis pour le professeur. Bon, à mon avis, un manuel numérique, il prend vraiment tout son sens avec l'utilisation d'un tableau interactif, ça c'est certain. Oui, bien Mais sûr. euh, mais il y a quand même des choses intéressantes. Non, la vraie question, le vrai problème des éditeurs, c'est que l'idée d'un manuel numérique, c'est de
de moins acheter de livres papier. Alors après, le livre papier n'est pas obligé de disparaître. On peut le faire acheter quand même pour qu'il reste à la maison pour les élèves et que les élèves ne l'emmènent plus en classe pour alléger les cartables et toutes ces raisons-là. Euh, mais ils ont quand même un peu de soucis à se faire, puisque les manuels numériques version élève, il y a toujours deux versions, hein. Il y a une version élève, une version prof. Les manuels numériques version élève peuvent être aussi, de plus en plus, dispersés, enfin, donnés aux élèves via un ENT. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Rhône pour certains établissements. Les élèves, via leur ENT, peuvent accéder aux livres D'accord. numériques. Voilà, donc bon, Mais c'est quand même, ils font quand même des efforts sur le côté multimédia, le côté enrichissement, en plus du bouquin. tout à fait, tout à Ouais. fait. Ils le font. Disons qu'aujourd'hui, je reprends encore l'exemple des langues, mais voilà, vous avez un livre avant ces 10 dernières années, voire 15 dernières années maintenant. D'ailleurs, il y avait toujours un CD d'accompagnement avec le manuel, un CD audio qui était la plupart du temps rayé au bout de 2 mois, perdu, que les enfants ne l'utilisaient absolument pas. Là maintenant, en se déplaçant sur le numérique, on clique sur l'enregistrement, il est diffusé directement. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. D'accord. Il y a encore des améliorations à faire, comme on peut imaginer des exercisers interactifs, hein, un certain nombre Des quoi? Des? exercisers, Ah, pardon, excuse-moi. des, J'ai compris. des exerciseurs, D'accord, des de quiz, exorciseurs. quoi, genre de quiz. Voilà. Voilà. Bah, dans les années 90, fin des années 90, début 2000, il y a eu l'avènement de ce qu'on appelait hot potatoes. Peut-être que tu as déjà entendu parler. Oui. Bien. Ces exerciceurs, justement, hein, ces logiciels qui fabriquent des exercices, qui sont encore utilisés, mais qui ont quand même un peu Ah, vieilli, ça puisque évolue. Il y aurait des choses ça à dire reste des dessus. bases HTML, mais bref, en tout cas, il y a énormément de choses à faire, les chantiers sont ouverts, et moi je tenais à vous présenter le livre numérique parce qu'il a le mérite d'exister. En termes de contenu, j'en parlerai pas ici parce que Oui, c'est bien pas sûr, non c'est pas le plus. livre. Ouais. Il y a des choses, comme dans tout manuel, il y a des choses qui sont très bonnes, d'autres qui le sont moins. Mais l'avantage de cela, c'est qu'on peut participer, c'est communautaire, faire remonter les infos, les auteurs peuvent bien évidemment les changer, et vous-même devenir auteur si vous êtes motivé, hein. Je crois que c'est assez ouvert sur la question. Voilà, Non, c'est très intéressant. voilà, voilà. À moi, je continue, ben, je vais continuer sur le bouquin, hein. Donc, Vas-y. petite news un peu plus courte peut-être. Je suis tombé sur, justement, on parle de libre. Tiens, finalement, ça pourrait être le thème de la Thème de la soirée. soirée. Voilà, le libre. Sur des bouquins, justement, sur le livre numérique. Un site qui s'appelle bookshouldbe.free.com. C'est toute une base de données sur des livres numériques, donc bien sûr libre droit, hein, puisque alors je sais plus exactement le nombre d'années pour que le livre est dans le domaine public, hein, ça, je sais plus exactement. Donc ça peut être intéressant, hein, on a vraiment toute la panoplie en, en français, hein, il y a vraiment une sacrée liste de bouquins totalement libre droit, en format PDF, tout simplement, ou en format e-book, hein, si vous avez une liseuse. Euh, Ça peut être assez intéressant aussi, hein, pour justement, c'est toujours le problème d'achat de livres, hein, dans les classiques, hein. Là, on retrouve tous les classiques, hein, vraiment, on a un- une bonne panoplie là-dessus. Voilà. Voilà, rien de plus. C'était D'accord. une petite info rapidos. Voilà. C'est super intéressant et je rappelle juste le titre qui est booksshouldbefree.fr qui en fait signifie les livres devraient être gratuits, Ouais. devraient. C'est effectivement plutôt intéressant comme initiative. De la même manière, je voulais vous parler, enfin je rebondis en direct, mais je ne trouve pas ce que je voulais Ah, vous montrer. t'en connaissais un autre, c'est ça? C'était pas sur les livres, mais c'est dans la même logique. C'était sur les extraits de films et certaines vidéos même qui ont passé maintenant un certain temps et qui sont donc tombés dans le libre de droit, Ouais. voire même qui sont devenus libres de droit plus tôt pour un certain nombre de raisons qui m'échappent d'ailleurs, hein. Euh, je vais voir, non, je ne le retrouve pas malheureusement. On les Je mettra dans les notes de l'émission, sinon. Voilà, c'était en fait des vidéos en version originale pour les profs d'anglais plutôt, qui sont Pareil, là, il y a toute une version aussi en langue étrangère, hein. tout à fait. Aussi dans Euh, Bookshoot, hein.
Je sais pas. Bon, écoute, je Bon, tant pis. continue, je vais essayer de le Allez. chercher pendant que. À toi, vas-y, bah c'est à toi, hein, alors. Si tu le souhaites, bien Bah sûr. oui. Je ne sais point où j'en suis en cherchant. C'est dommage, je ne retrouve pas ma source. Bon, Vraiment. c'est pas grave. Quel Tu dommage voulais pour parler moi. de. Je te lance un petit peu, tu voulais parler de Oui, vas-y. Skola 5. Ah oui, tout à fait. C'était plus par rapport, bon là aussi pareil, une petite news très très rapide. La semaine dernière, on a parlé un petit peu de ressources audio, de podcasts. Je pense qu'aujourd'hui, les enseignants de langue qui nous écoutent, sans parler du fait qu'ils utilisent déjà des outils de baladeurs, des baladeurs, ce qu'on appelle la baladodiffusion, en tout cas, ils en ont déjà tous entendu parler. Je rappelle rapidement le principe de la baladodiffusion. Il s'agit en fait de travailler en classe avec des élèves qui sont équipés d'un lecteur MP3, même maintenant de plus en plus de lecteurs MP4, de manière individuelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir distribuer à vos élèves ces lecteurs, leur donner des ressources à écouter ou à voir, hein, mais écouter quand même, en langue étrangère, et les faire travailler de manière individuelle. Il me semble qu'il y a un certain nombre d'intérêts et d'atouts quant à ce dispositif bien connu, puisque l'individualisation de l'écoute change vraiment la donne. Euh, on imagine bien, si vous vous rappelez de vos cours de langue, si toi, Jeff, tu te rappelles de tes cours d'anglais, on t'a certainement mis devant un gros appareil avec un haut-parleur, et puis on te faisait écouter 3, 4 fois, et on ne posait pas la question de savoir si tu avais besoin d'une cinquième, ou si au bout de deux, tu avais réglé la question. C'est Ben, vrai. c'est un petit peu ça l'idée. L'idée, c'est de... Bon, je ne vais pas reparler de la balado ici, puisque c'est soit on en parle un peu plus un jour et on fait une spéciale dessus, soit vous irez voir, il y a énormément de choses qui existent depuis. En tout cas, pour travailler en baladodiffusion, il nous faut un logiciel de gestion, de baladeur, de flotte, de synchronisation qui va nous permettre de copier des fichiers vers toutes ces clés MP3 et à l'inverse de récupérer les productions d'élèves qui auraient enregistré, qui auraient fait des choses. Il existe de nombreux logiciels payants sur le marché qui valent qui sont bien, moins bien, enfin voilà, ça existe. Mais il existe, effectivement, c'est vraiment la soirée, un logiciel qui a été développé par le CRDP de Versailles depuis un certain nombre d'années qui s'appelle Schola 5 et qui est bien connu de la plupart des enseignants qui utilisent ce dispositif. Donc Schola 5, rapidement, la vieille version, si je puis dire, euh, était vraiment simple d'utilisation. On avait deux boutons qui étaient qui permettaient à la fois deux flèches de copier vers les clés et de mais elle présentait quand même quelques manques dans la réalisation, à savoir on ne pouvait pas par exemple effacer le contenu des clés à distance. Parce qu'il faut bien s'imaginer quand on travaille en balado avec des classes de 30, si vous devez faire une manip sur une clé et que vous devez le faire aussi sur les 30, ça ne prend pas le même temps. Donc il faut quand même un outil qui va nous permettre de gérer tout ça en même temps. Schola 5 nouvelle version présente de nombreux nouveaux outils avec un logiciel très complet. Je vais essayer de faire un tutoriel pour vous le présenter et un de ces quatre, on va dire. Voilà. Schola 5, vous tapez son nom sur Internet pour pouvoir le trouver. Ça, voilà. On l'écrira Dans les dans notes le de résumé l'émission. du podcast. Voilà, Schola 5. Ça se télécharge, ça s'installe sur toutes les machines, Windows, Linux. Il y avait une version sur une version macOS, mais je crois qu'elle n'existe plus à l'heure actuelle. Et elle vous permet vraiment, vous voyez donc la petite fenêtre. On a toujours nos deux flèches vertes qui permettent, en allant vers la droite, de copier vers nos clés, vers la gauche, de récupérer les travaux des élèves. Et en plus, on a le petit balai que vous apercevez qui va nous permettre d'effacer le contenu des clés à distance. C'est les trois fonctions utiles. On peut en rajouter d'autres, on peut faire plein de choses avec ces nouvelles versions, mais en tout cas pour les collègues qui débutent, ça suffit largement. Donc, je vous conseille de l'avoir, de faire un petit saut, de l'essayer, de l'installer. C'est vraiment, vraiment bien fait. Vous tapez son nom sous votre moteur de recherche préféré et vous allez le trouver tout de suite. Voilà en ce qui concerne Schola 5. Ok, je continue, je regarde un petit peu l'heure, mais donc on est dans les temps. Voilà. Là aussi, c'est une petite. Je vais commencer par une web app, j'appellerais ça. Donc, un petit service internet qui permet de créer des quiz à partir de vidéos. Uh -huh.
que j'ai utilisé deux, trois fois hein, pour des élèves qui peuvent finir plus tôt. Vous voyez, un petit quiz sur des vidéos. Ça s'appelle Blubber, Mhm. exactement. Voilà, on y va. Blubber. Alors, on va essayer de relancer juste une petite vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça démarre comme ça. Et on a donc un petit chrono. On a la vidéo qui s'affiche. Voilà. Voilà, on a une petite vidéo qu'on va pouvoir vidéo YouTube, voilà, avec tout simplement un petit quiz, hein, mais une question quiz avec un temps. Et on a un petit score, ça motive. On peut voilà, ça reste très simple, ça reste à partir des vidéos YouTube de créer un Donc, quiz, hein. si je comprends bien, tu choisis une vidéo YouTube, tu indiques au logiciel, à la web app, laquelle c'est, et ensuite tu peux déterminer à quel moment de la vidéo tu inclus un questionnaire. Voilà, en gros c'est ça. On peut limiter le temps. Alors si je peux faire, on va essayer de faire un petit essai en direct. Ah non, il faut le trouver une vidéo, pardon. Donc vous trouvez une vidéo ici. Ensuite, vous déterminez que la question 1 va être entre le temps 0 et le temps 20 secondes, dans les 20 secondes. On envoie la question et ainsi de suite. Hein, à chaque fois, entre plusieurs temps, on peut déterminer donc le temps de la question. Voilà, c'est une petite chose très sympathique que j'utilise de temps en temps. Ça fait un petit jeu pour finir la séquence, la séquence. Voilà, simplement, rien de plus. Blubber. Et ben, c'est ma foi fort intéressant, tu vois, je découvre, je connaissais pas, et ça me paraît très intéressant. Attends une seconde. Vas-y. Voilà, bien. Pour terminer peut-être, ma foi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, on a encore Vas-y, il est 17, on a encore un petit 5-6 peu de minutes. temps, encore 5 minutes, très Qu'est-ce que bien. tu voulais parler? Je voulais vous parler de plein de choses. Je vais peut-être choisir. Non, c'est pas. Je fais n'importe quoi. C'est le stress qui monte, c'est voilà, ça monte à la Moi, fin, c'est bizarre. si je peux te lancer sur quelque chose qui m'intéressait de ce que tu avais mis dans notre. Vas-y. Tu m'as parlé d'application pour la classe, gestion des élèves sur tablette. On parle de tablette encore. Voilà, Qu'est-ce donc que tu voulais dire là? c'est un petit gadget en fait. C'est un petit gadget que je vais vous présenter tout de suite. C'est une application assez drôle en fait, enfin drôle. Moi, je m'en sers d'une manière assez drôle et vous allez comprendre pourquoi. Laissez-moi me connecter à ma tablette et je Oula, vous présente ça. d'accord. Alors attendez, on se Connexion de calme parce que tablette. ah, il faut qu'il s'authentifie, machin truc, vous savez, on peut meubler, bonjour. Tu veux que je meuble en attendant? Il Allez, va falloir. tu veux que je meuble? Allez, un petit truc rapide, super rapide. Matériel. Super intéressant que j'ai trouvé. On va parler microscope. J'ai trouvé une société qui s'appelle Proscope qui fournit des microscopes habituellement pour ordinateur hein, avec des sortes comment ça s'appelle de pistolets hein, où on vient faire un microscope. Ils ont sorti une version pour tablette, pour téléphone où on adapte carrément dessus. C'est génial. Voilà, c'est un truc vraiment. Si quand les élèves seront équipés de quelques tablettes dans les classes, franchement en SVT, en sciences physiques, là vraiment, vraiment génial. Alors, il y a des vidéos, vous verrez, hein, des vidéos qui présentent. Alors, je sais plus combien, je suis pas un spécialiste de là-dedans, mais on peut aller jusqu'à 80 fois, je crois. Donc, on peut voir un cheveu, on peut voir, il faisait voir des pistils, des choses comme ça. Voilà. Et dis-moi, ça coûte cher, j'imagine, Et ou ben, 100 dollars, 149 dollars, voilà. 149 $ pour Voilà. un microscope. Voilà. Un datable sur. Alors, pour l'instant, c'est très iPad, iPhone, mais j'ai lu qu'il allait se développer sur d'autres machines. D'accord, très bien. Voilà, super rapide. À toi. C'est bon, t'es prêt? Allez, c'est parti, je suis prêt. Donc en fait, il s'agit d'une petite application qu'on trouve aujourd'hui sur les tablettes plutôt coréennes, en tout cas équipées d'un système Android. Et oui, en fait, c'est un peu bête ce que je dis coréenne, pas spécialement, mais en tout cas plutôt Android. Toujours la guéguerre entre deux grandes marques. Cette application Lesquels? s'appelle Lesquels? J'ai pas compris. cette application qui est en fait une application anglo-saxonne à la base, qui est relativement mal traduite, mais elle s'appelle Étudiant au hasard. Euh,
c'est celle qu'on voit en dessous d'Evernote, si vous reconnaissez le logo Evernote. En fait, c'est tout simplement, elle va vous permettre tout simplement d'entrer la liste de vos élèves, comme vous devez certainement tous l'avoir sur vos papiers, sur vos ordinateurs, peu importe. Donc jusque-là, rien de spécial. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de dé à côté qui va nous permettre, c'est assez rigolo, de faire des choix automatiquement pour vos élèves. C'est-à-dire quand vous êtes face à des classes qui sont un peu muettes, des élèves qui ne veulent pas forcément prendre la parole, ou alors que vous voulez vraiment choisir vos élèves de manière pas hasardeuse, mais en anglais, de manière, comment, aide-moi, aléatoire, ça y est. Aléatoire, ouais. Vous pouvez cliquer et en plus, ce qui est rigolo, c'est que ça prononce. Alors ça vous fait beaucoup rire les élèves, c'est un petit moment convivial aussi parce que ça prononce avec une voix de synthèse. Donc voilà, je peux choisir par exemple, je tape une fois sur le D. Je ne sais pas si vous avez entendu la voix de synthèse. On a un petit peu entendu, ouais. Voilà, le dit Caroline a été sélectionnée. Donc là, vous pouvez choisir. Alors, vous voyez, c'est là que c'est très mal traduit parce que c'est une traduction automatique. En fait, quand c'est marqué corriger, c'est pas corriger, ça vient de correct en anglais, qui veut dire que oui, vous êtes d'accord parce que c'est bien elle que vous voulez choisir, et eux, ils ont traduit par corriger. Alors, en fait, vous pouvez, si vous voulez, si l'ordinateur vous dit Caroline a été sélectionnée et qu'en fait, bon, malgré le hasard, c'est pas vraiment elle que vous souhaitiez parce que pour plein de raisons, elle a été déjà sélectionnée, vous pouvez rejeter et choisir quelqu'un d'autre. Vous pouvez demander à l'application aussi d'interdire le fait que la même étudiante soit sélectionnée ou le même étudiant 2 fois d'affilée. Voilà, on peut paramétrer tout cela. Ensuite, vous avez le tableau à côté qui vous présente le pourcentage de sélection, le nombre d'élèves, le nombre de fois où vous ont été sélectionnés et vous l'avez accepté, le nombre de fois. Voilà, ça permet aussi en fait d'avoir relativement une globalité sur une vue d'ensemble sur le nombre de fois que vous interrogez vos élèves. Et c'est assez rigolo. Voilà, c'est pas forcément utilisé à tous les cours, mais quand vous voulez interroger en début de leçon et que vous voulez vraiment être impartial sur le fait que vous interrogiez bien tous vos élèves, vous pouvez utiliser cette application et que voilà, c'est assez rigolo. Oui, puis c'est un côté ludique en plus. C'est un côté ludique, c'est Ouais. gratuit, il y a une version payante un peu plus élaborée, c'est très très facile de rentrer un nouvel étudiant, voilà, on fait un petit plus. Vous pouvez rajouter donc le prénom de votre famille et puis le prénom phonétique pour que la voix de synthèse puisse vous prononcer correctement. Et la version payante fait quoi de plus, tu sais pas? Non? Je ne sais pas exactement, ça sera à vérifier. Il Tu y as a dit quelques le petits plus. payant gratuit, tu as dit? Elle est gratuite, Elle est gratuite, elle est d'accord. gratuite. Et la, Il existe. et la payante, tu m'as dit quel prix, tu sais pas? Oh là là, ça Non. doit être, franchement, ça doit être 3 ou 4 euros, je ne sais D'accord. plus. Bon, ok, très bien. Euh, Ah non, je dis, ça y est, je me rappelle, pardon. Moi, je l'ai acheté, en fait, tout simplement, la version gratuite, vous êtes limité à une seule classe. Voilà, c'est tout Ah, simplement ça. La version payante, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Euh, d'accord. voilà, vous voyez là-haut, on peut rentrer ces différentes classes, et ça vous sort tous les noms des étudiants en fonction de la classe sélectionnée. Il existe de la même manière une application du même éditeur qui s'appelle Aide enseignant. Je l'ai qu'en des mots, qui permet de faire tout un tas de choses, notamment sur les présences, sur les absences. Bon, j'avoue de m'en être pas bien servi. On peut noter, on voit le A+, là c'est quelque chose qui est à l'américaine, on va dire, à l'américaine, hein. Voilà. Bon, je trouve ça assez rigolo. Elle mériterait des. Si on pouvait avoir ça et en même temps rentrer nos notes, par exemple, ça pourrait être plutôt intéressant, effectivement, de tout avoir en même temps. D'accord. Voilà. D'accord, sympa, Voilà pour cette sympa. Bonne petite. initiative, toi. Je connaissais pas, c'est bien. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est Une bonne plutôt idée. rigolo. Hmm. Voilà. Voilà. Bon, on arrive sur la fin. Je pense qu'on va s'en arrêter On là. va On a fait une conclure. petite 1 heure d'émission. C'était, ma foi, fort intéressant. Bon, pas de retour en direct, toujours, Mais non, mais qui tu veux. bon, c'est dommage. J'espère en tout cas avoir des retours par la suite. Exactement. J'insiste, des commentaires via notre Twitter, via le site teachers.fr, via iTunes. Alors, iTunes, ce serait bien quand même pour une petite 4 étoiles ou 3 étoiles. Et voilà, ce serait bien des petits retours, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, voilà, Très pardon, bien. je m'embrouille. Merci, Jeff. Bonne soirée. Salut Guillaume, Merci à vous de nous avoir écoutés bonsoir. et à très bientôt. Au revoir.